Somnifère, le podcast. Les discours les moins longs sont souvent les plus courts, s'amusait Pierre Dac. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 26 septembre et Somnifère vous propose ce soir de vous endormir sur un texte amusant et absurde du comédien Coquelin-Cadet, sociétaire de la Comédie Française, et intitulé « Le monologue moderne ». Et juste avant cela, une séance de relaxation pour se mettre dans une ambiance moelleuse et démarrer la semaine du bon pied. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez un instant pour vous installer confortablement et trouver une position qui vous convient. Notre séance de relaxation ce soir est un petit exercice de respiration ventrale. Le ventre est l'épicentre de nos émotions. On dit d'ailleurs qu'on a la boule au ventre, qu'on a l'estomac serré, qu'on a des papillons dans le ventre. La respiration ventrale est celle qu'adoptent naturellement les bébés. C'est également celle que nous adoptons la plupart du temps lorsque nous dormons. C'est celle aussi qu'utilisent les chanteurs d'opéra. Elle permet un apaisement, une régulation des émotions et une meilleure oxygénation de l'organisme. À présent, laissez votre ventre se ramollir jusqu'à devenir complètement mou, un peu comme un chamallow, ou alors comme de la guimauve. Lorsque le ventre est bien détendu, il y a une meilleure oxygénation du corps et des cellules. Cela stimule également le nerf vague et favorise un état de relaxation profonde, propice au sommeil et à la récupération. Prenez un moment pour concentrer toute votre attention sur votre ventre et laissez-le se relâcher complètement. Pour vous aider à vraiment le détendre en profondeur, vous pouvez prononcer intérieurement le mot ventre à l'inspire et mou à l'expire. Ventre à l'inspire, mou à l'expire. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement en recentrant votre attention sur votre ventre, qui se détend encore davantage à chaque expire. Assurez-vous que votre dos soit parfaitement relâché. S'il y a des parties de votre corps qui semblent tendues ou inconfortables, tâchez de les relâcher le plus possible.
commencez à porter votre attention sur votre respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Sentez votre poitrine monter à l'inspire et descendre à l'expire. Lors des prochaines inspirations, inspirez par le ventre. Sentez-le gonfler. Sentez-le monter et descendre au rythme de votre souffle. Encore une respiration ventrale. Et on exhale toutes les tensions de la journée à l'expire. Il n'y a rien à craindre, rien à résoudre, rien à attendre. Profitez simplement de cet instant agréable de détente. Reprenez à présent une respiration naturelle et profitez simplement de l'état de détente dans lequel vous êtes. Portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir.
Mesdames et messieurs, je me souviens de l'émotion terrible qui m'écrasait il y a 18 mois quand j'eus l'honneur de paraître devant vous pour la première fois comme conférencier. Ce nom de conférencier me tuait. La nuit, je ne rêvais plus que conférence. Je voyais d'immenses verres d'eau me poursuivre, de grandes petites cuillères qui dansaient autour de moi, de lourds sucriers qui allaient m'aplatir, et une carafe gigantesque qui me douchait. Je voulais proférer un son, rien. Le public me criait à la porte, c'était épouvantable. Aujourd'hui, plus d'émotion, j'ai découvert que je n'étais pas du tout conférencier. Il y a des gens qui sont tellement conférenciers qu'ils ont l'air d'être venus au monde en habit noir et en cravate blanche. Ce n'est pas moi. Moi, je ne veux être, si je peux, qu'un amuseur. Ce n'est pas la même chose qu'un conférencier. Je ne veux être qu'un bon enfant. Je voudrais avoir le droit de mettre sur ma carte de visite « Coquelin cadet, bon enfant ». Car alors, je n'aurai pas de phrase à faire, et ce que j'ai à vous dire serait la conversation qu'on a avec un ami qui vous est cher et de qui l'on attend une sincère bienveillance. Je ne sais pas pourquoi je bois, je n'ai pas soif, enfin, c'est la maison qui veut ça. Il faut avouer vraiment que le monologue entre de plus en plus dans nos mœurs. Je parle du monologue dont Charles Cros est la mère, et moi, si j'ose m'exprimer ainsi, la sage-femme. De ce monologue particulier, enfant bizarrement conformé, dont le premier bégaiement a été le harançor. Les esprits gais aimaient autrefois la chansonnette qui a pour derniers interprètes dans les salons Berthelier et Fusier. Les esprits graves aimaient et aiment encore les vers délicats ou enflammés. Aujourd'hui, le goût est certainement au monologue. Le monologue est une des expressions les plus originales de la gaieté moderne, d'un ragoût extraordinairement parisien, où la farce française fumiste est la scie salie à la violente conception américaine, où l'invraisemblable et l'imprévu s'ébattent avec tranquillité sur une idée sérieuse, où la réalité et l'impossible se fondent dans une froide fantaisie. Le monologue, enfin, dont le type, l'incarnation absolue, est l'obsession, et dans une note plus profonde et plus philosophique, le bilboquet. J'ai raconté, à cette même table, comment l'idée de transporter au théâtre cette nouvelle formule littéraire m'était venue en entendant le harançor l'été, dans un souper aux Batignolles, vers 4 heures du matin. Était-ce le milieu dans lequel je me trouvais, l'heure matinale, l'or de l'Orient entrant par la fenêtre et l'or du harançor, qui se confondaient dans mon esprit? Que sais-je? Je vis là l'aurore du monologue moderne, et jamais impression plus curieuse ne me fut donnée qu'en écoutant Cros dire, avec le sérieux d'un homme qui réciterait du Chateaubriand ou du Lamennais, son impayable harançor. Je ne me doutais pas à cette époque que ce petit poisson deviendrait aussi grand, qu'il serait goûté par les foules qui fréquentent les concerts, et qu'il charmerait cette mer qui s'appelle Paris. Cros a donc découvert une note nouvelle au théâtre. Les disciples se sont à l'instant rangés sous sa bannière, la race des monologuistes s'est développée et tente de devenir aujourd'hui plus nombreuse que les fautes de français du journaliste. Je ne dirai pas son nom. Et je comprends que ce genre essentiellement moderne tente les esprits joyeux. Il est très agréable de faire une œuvre qui ne demande pas de théâtre. Songez, le monologuiste donne son monologue au monologueur qui l'emporte partout avec lui
qui peut l'exécuter sur une meule de foin, en chemin de fer, sur un paquebot. J'ai sauvé du mal de mer une dame en lui récitant un monologue, dans un grenier, dans un salon, à dos de chameau s'il le veut. Pas de comité de lecture comme au théâtre français pour recevoir un monologue. Pas les horreurs de la crainte de n'être pas reçu. Le comité ne se compose que d'une personne. Le monologue est mauvais, on en fait un autre, cela se confectionne beaucoup plus commodément qu'une tragédie, et en somme, c'est plus gai. Voilà pour l'auteur. Pour l'acteur, il monte son monologue tout seul. Pas de truc, pas de mise en scène, pas 200 000 francs de décor comme pour une féerie, pas de régisseur qui vous met à l'amende, pas de pompier, quelle économie. Pas de discussion, à moins que vous n'ayez un si mauvais caractère que vous ne vous cherchiez noise à vous-même. La troupe ne se compose que d'un seul acteur, pas de jalousie, et vous êtes votre seul directeur. Le costume, un habit noir. C'est bien grave, me direz-vous, pour venir raconter des aventures de fantoche. Il est clair qu'un habit de clown et un masque bariolé conviendraient mieux au personnage de ce théâtre bizarre. Mais l'habit noir du notaire apporte de la gravité à ces farces de pince sans rire, et une tête ahurie en haut de cet habit noir achève de leur donner un cachet plus original. Je crois qu'il serait bien difficile d'ouvrir un conservatoire pour la récitation des monologues. La façon de les dire est presque inenseignable. Si l'on veut être classique dans l'exécution de ces œuvres déhanchées qui font un pied de nez aux choses convenues, on se trompe. L'emphase est l'ennemi de ces récits burlesques. Les soulignements sont inutiles, les réticences intempestives. Il faut que le monologue soit envoyé à la volée sur le public, sans maniérisme et sans apprêt, avec un enthousiasme pour ce qu'on dit qui en impose au spectateur, un effarement d'homme étourdi par les choses extraordinaires qu'il raconte, des transports subits succédant au flegme, une émotion sincère qui réchauffe le récit et lui donne les apparences de la parfaite raison et de l'absolue vérité. On pourrait dire à ceux qui se livrent à ce genre de récitation « Soyez impossibles et convaincus, et vous réussirez. » Tant pis. Je songe qu'il faut vraiment de l'aplomb pour venir dans des salles comme celle du Trocadéro par exemple, et vouloir, avec une de ces légères fantaisies, s'emparer d'un public et porter le rire dans tous les coins d'un tel monument. Il faut une foi profonde dans ce qu'on dit, et surtout un excellent monologue. C'est pourquoi je proclame haut la valeur comique des monologuistes, car ils ont fait rire avec des œuvres d'une gaieté particulière dont l'intensité ne se révèle qu'à l'audition. Que de gens m'ont dit « Ces monologues sont idiots, je les ai lus, comment peut-on faire rire avec cela ?» Ah, c'est qu'ils sont bien faits au point de vue théâtral, ils ont une idiotie de théâtre. Ils ont la vie, le je ne sais quoi qui entre dans la salle et qui fait dire au spectateur « Qu'est-ce que c'est que ça donc ? Je n'ai jamais rien entendu de pareil. » Maintenant, on se tromperait en croyant qu'il ne s'agit que de se mettre à table devant du papier pour écrire un monologue. Grave erreur. Et la preuve, c'est qu'on a ouvert un concours de monologues et que sur une centaine de récits qui nous ont été envoyés, j'avais l'honneur d'être président du monologue et j'ai rendu la justice comme sous un chêne, un seul a mérité la palme. Et encore, ce monologue palmé n'était pas sans défaut. Il faut une idée d'abord, une idée biscornue, si l'on veut.
mais présentant un côté humain. Ensuite, il faut traduire cette idée dans une forme rapide. Il faut que le monologue ait un commencement, un milieu et une fin. On ne l'écoutera pas s'il est autrement. Il faut... Je fais joliment mon président pour des choses en apparence futiles, pour des riens qui ne doivent leur existence qu'à l'actualité, et qu'attend peut-être un rapide oubli. Mais j'estime que ce qui a l'honneur de captiver le public, même pendant quelques minutes, vaut la peine d'être analysé. Donc ce n'est pas si commode de faire un bon monologue plein de heurts et de soubresauts inattendus, qui paraissent le plus naturel du monde. Il faut y mettre, étant donné l'idée première prise dans la nature, toute la fantaisie dont on se sent capable. Toute la fantaisie, entendez-vous ? Et à propos de fantaisie, je demande la permission d'ouvrir ici une parenthèse. Je connais beaucoup d'esprits sérieux qui s'insurgent quand on préconise avec ardeur la fantaisie. Mais non, disent-ils, rien n'est beau que le vrai. Le vrai seul est aimable. Cher Boileau de mon cœur, oui, le vrai est aimable, mais la fantaisie me paraît l'être plus encore, car elle est plus rare. C'est une des pages les plus délicieuses du livre de l'art que la fantaisie. Elle nous console de toutes les bosses, de toutes les verrues qui nous assassinent les yeux. Elle nous emmène loin du monde des pianistes. Elle nous fait oublier le naturalisme qui veut engloutir l'univers. Elle nous ouvre un idéal chimérique où les choses s'appellent d'un autre nom, où leurs formes et leurs couleurs sont changées, où la belle-mère devient papillon, où l'orgueil des comédiens a la violette pour symbole. Dans un monde qui nous donne l'oubli de toutes les vulgarités stupides dans lesquelles nous pataugeons tous les jours, dans ce monde pseudo-japonais où le rêve est frère d'une réalité charmante et où les délicats se croient en paradis. Le monologue moderne sera donc fantaisiste ou il ne sera pas, avec des finesses qui révèlent le poète, parce qu'on pourrait croire que les monologuistes sont des gens dont la seule profession est de faire des monologues. Non pas, ce sont des artistes, des peintres, des lettrés qui les fabriquent. Et de temps en temps, à l'expression coloriste, à la délicatesse du procédé, on sent, comme disait Sainte-Beuve de Charles Moncelet, qu'ils ont touché à la rose. Oui, les poètes s'amusent à ces babioles en se délassant, et plus d'un qui a fait des monologues est l'auteur de volumes de vers qui ont été vendus. Oui, vendus. Victor Hugo a dit quelque part que le monologue est le propre de l'homme, et c'est positif. Toute la vie, on se récite des monologues à soi-même. Les ivrognes, les amoureux, les diplomates, les dévotes, les quémandeurs, les cochers, les avocats, les cuisinières ne font que cela. Vous causez avec un ami, vous croyez qu'il vous écoute ? Pas du tout, il pense à ce qu'il va vous dire. Vous faites chacun votre monologue. Le monologue est partout. Il remonte à la création du monde, car on peut affirmer qu'Adam, avant la côte, devait se parler à lui-même et se dire des monologues bien curieux dans le paradis terrestre. En Angleterre, Shakespeare est surtout connu par le monologue d'Hamlet, To be or not to be. En France, Sganarelle, Sosie, Figaro, Charles Quint, Chatterton ont merveilleusement soliloqué et tous les comiques monologuant de Duvaire à Lausanne et de la Biche ont fait la fortune des Arnal, des Numa, des Ravel et des Saint-Germain. Malheureusement, il y a le monologue tragique. Et l'autre soir, dans un salon, j'eus grand-peur en voyant s'avancer sur le devant de la cheminée un monsieur en habit noir, cravate blanche, cheveux ébouriffés, air fatal, souffrant même. Je me dis en tremblant, c'est un comique, c'est un rival. Le monsieur ouvre la bouche et laisse tomber d'une voix profonde ce titre.
les catacombes de Rome. J'étais sauvé. Ça a ennuyé tout le monde, et en songeant aux catacombes de Rome, à la dernière nuit d'André Chénier, à Gilbert sur son grabat, à toutes ces machines pompeuses et somnifères du vieux jeu, je me suis épris plus que jamais du récit drôlatique qui est l'amusement des enfants avec le harançor et la tranquillité des parents avec le bilboquet. Car il n'y a pas l'ombre d'amour ni dans le hareng, ni dans le bilboquet. Et pour prouver que le monologue est partout, je terminerai cette esquisse en l'appelant, si vous le permettez, monologue. Car c'est bien un monologue, puisque j'ai parlé tout le temps et que vous ne m'avez pas répondu. Bonne nuit. Bonne nuit.